Bien, il est 13 heures. Bonjour à toutes et à tous. Donc Sophie Salah, je suis ravie de vous retrouver pour ce webinaire. Alors ce webinaire va être consacré à l'audit à distance. C'est le même webinaire en fait qu'on vous avait proposé le 9 octobre dernier, donc consacré notamment à l'audit 100% à distance. Donc le contenu d'aujourd'hui est similaire, mais il nous a semblé très important, plutôt important une nouvelle session, puisque depuis le 9 octobre, voilà, le reconfinement a été confirmé. Donc, on va pouvoir vous présenter l'ensemble des modalités mises en œuvre pour l'audit 100% à distance. Donc, comme la dernière fois, c'est Laurent Damani qui est présent, qui animera cette session. Laurent, tu es bien là? Oui, bonjour à tous. Voilà, donc Laurent, écoute, je te laisse la parole. Vous l'avez compris, la session est enregistrée, donc elle sera mise également à disposition, comme celle du 9 octobre, depuis l'espace auditeur. Laurent, je te laisse la parole. Merci. Est-ce que tu peux passer en plein écran peut-être, Sophie? Oui, c'est parti. Voilà. Voilà, donc merci, bonjour à toutes et tous. On va essayer de tenir un peu moins d'une heure si vous êtes en audit pour que vous puissiez reprendre le cours de vos activités. Je ne vais pas refaire le laïus que vient de faire Sophie qui était très clair, donc on va rentrer directement dans le vif du sujet, l'audit à distance et à la fin un peu la situation à très court terme. Tu peux passer de slide, Sophie. Voilà, donc un petit mot, l'audit à distance est une réalité chez AFNOR Certification. Depuis le 10 avril, on a planifié ou réalisé plus de 1600 audits à distance, qu'ils soient partiels ou total. Ça concerne un peu plus de 2500 certificats et un peu plus de 5000 jours au total. Donc c'est une réalité qui est assez récente, parce que c'est que depuis le 10 avril, avant on n'en faisait pas du tout. Et c'est une réalité qui s'est accélérée la semaine dernière de l'annonce gouvernementale du deuxième confinement, avec un bond assez notable puisqu'on a fait plus 40% d'audits à distance en 2 jours en fait, entre jeudi et vendredi. Donc c'est une réalité chez AFNOR Certification et tu peux passer le slide. Mais on est loin encore de ce que peuvent faire certains concurrents qui ont pignon sur rue, qui sont tout à fait respectables. Si l'on prend BSI, qui est l'équivalent d'AFNOR en Angleterre, British Standard Institute, eh bien eux ont revendiqué déjà il y a 1 mois avoir réalisé 60 000 audits à distance. Et ils le communiquaient de façon publique sur le sujet. Donc vous voyez, nous 1600, BSI 60 000, il y a déjà un gros écart. Maintenant, si on regarde dans le giron du groupe AFNOR, on a Goodcert, qui est la filiale allemande d'AFNOR. Eh bien, Goodcert réalise depuis le début d'année 20% de ses audits en distanciel, avec des durées qui s'échelonnent habituellement entre 50 et 75% de la durée. Donc c'est une réalité également, et pas que chez nous, mais également chez nos voisins allemands. Les retours d'expérience des clients sont très positifs, parce qu'on a 98%, 97% de retours positifs sur les audits, avec des éléments propres à la réactivité, les outils qui fonctionnent correctement, l'efficacité de l'audit qui a été mis en avant. Pas de report et donc les clients étaient contents qu'on ne reporte pas les audits. Voilà. Alors quelques commentaires moins positifs, des fois, c'était lié également au confinement, avec des clients qui pouvaient être tous en télétravail et qui avaient du mal à s'organiser ou se coordonner. C'est vrai que c'est des outils informatiques, donc tous les clients ne sont pas habitués ou experts dans la manipulation des outils. Il peut donc y avoir des fois un peu de difficultés. D'ailleurs, c'est pour ça que les outils doivent être testés avant les audits. Et puis certains, tout simplement, préfèrent un audit sur site pour la relation humaine, en fait. Voilà, mais globalement, et très majoritairement, les retours sont positifs. Alors, je peux peut-être évoquer les retours auditeurs.
Oui. puisque très tôt, on a pu échanger ensemble au regard des expériences d'audit à distance dès le mois de mars à l'occasion des REX organisés. Et donc, il y a des retours très positifs, puis il y a aussi des points de vue plus mitigés, des questionnements par rapport à cette nouvelle pratique. Bon, ce qu'il y a là, ce sont vraiment des morceaux choisis. Tout ce que vous avez pu remonter est en train d'être compilé dans un guide dédié. Mais en tout cas, voilà, vous avez reconnu dans l'audit à distance la possibilité évidemment de maintenir les dates d'audit, de fiabiliser la tenue des audits, limiter les déplacements, voilà, c'est une évidence, mais c'est vrai que derrière, alors outre les économies engendrées sur les frais de déplacement, et puis l'opportunité d'être cohérent avec notre volonté de réduire les émissions de gaz à effet de serre, il y a un vrai gain de temps de votre côté et une diminution de la fatigue liée à votre activité. D'autres aspects positifs, c'est que ça permet aussi, il y a une expérience qui a eu lieu notamment de cette façon-là, c'est-à-dire d'aller chez les clients et parce que tous les collaborateurs du client sont en télétravail, depuis le client, grâce à l'audit à distance, il y a la possibilité d'auditer les différents sites de ce client. Et puis dans la conduite de l'audit, ce qui est ressorti, c'est une façon de conduire l'audit pour aller plus à l'essentiel, d'optimiser son temps d'audit. Ça, ce qui est ressorti de plusieurs retours d'expérience. Alors le pendant, c'est que aller à l'essentiel, peut-être que ça fait disparaître l'informel, la spontanéité, la distance aussi avec la caméra qui n'est pas branchée en permanence, c'est tout non-verbal qui disparaît. Et c'est sûr que vous avez aussi choisi l'audit pour les relations humaines, donc il n'y a pas que des aspects positifs selon vous dans cette démarche. C'est dans cette première période d'apprentissage finalement de l'audit à distance. Ça vous a demandé aussi plus de préparation et généré plus de fatigue, d'intensité, de concentration pendant ces journées d'audit à distance. Et puis, bon, sans tout paraphraser, mais vous êtes évidemment tributaire de l'acculturation numérique de nos clients. Et notamment, imaginez de faire un audit pour un initial. Ça ne paraît pas évident au premier abord pour une grande partie d'entre vous. Et puis, il y a aussi votre propre aptitude, la façon d'être à l'aise avec les outils informatiques. Donc voilà un peu un petit échantillon des aspects positifs et négatifs qui ont été remontés depuis le mois de mars. Laurent. Alors, juste pour compléter, avant de passer la parole à Laurent, parce que c'est à moi de commenter cette slide, donc, je vous parlais de la possibilité depuis un site du client d'auditer à distance les autres sites du client. C'est un témoignage qui est à disposition sur l'espace auditeur de Pascal Thomas qui a vécu cela. Et puis, le 16 octobre dernier, c'est Marie-Hélène Ametrano qui, à travers un REX, nous a raconté comment elle a audité grâce aux yeux en fait, de son client qui portait des lunettes connectées des sites de centrales hydrauliques d'EDF. On voit des expériences quand même assez originales d'audit à distance. Alors Laurent, cette fois, je te passe la parole. Ça tombait bien, j'avais oublié de réactiver le micro. Parfait. Voilà. Donc, tout d'abord, reposons bien le sujet. L'audit à distance, c'est pas récent, ce n'est pas arrivé à cause ou grâce à la crise sanitaire. C'est prévu en fait. Il y avait un IDF, un IAF MD4, donc un Mastery Document de l'IAF, qui précisait déjà les modalités d'audit à distance. Là, ça date, il est vieux, pas celui de 2018, mais celui d'avant. À l'époque, il n'y avait pas tout d'outils informatiques, et donc c'était très limité. Et en 2018, il y a eu la publication et l'entrée en vigueur de la mise à jour en fait, de ce document IAF, donc ce mandatory document, qui cadre un peu comment doit se dérouler un audit à distance, ce qu'on doit attendre de l'audit à distance. Et très clairement, ce document, donc, qui date déjà d'il y a 2 ans maintenant, avait intégré l'évolution de tous les outils numériques, de toute l'infrastructure numérique et de la culture et de la culturation des personnes. Donc, les premiers points déjà, c'est qu'une évaluation à distance produit des résultats qui sont comparables à ceux d'une évaluation
en présentiel. Ça, c'est pas juste un postulat, c'est également une obligation. On doit avoir des résultats comparables, mais a priori, ce qui est posé, c'est que c'est comparable. Et ça se traduit également par le fait qu'une heure d'audit à distance équivaut à une heure d'audit sur site. Et donc, lorsque l'on calcule la durée d'un audit, qui doit durer 3 jours par exemple, on ne regarde pas s'il est sur site ou à distance. La durée sera 3 jours, quelles que soient les modalités de réalisation de l'audit à distance ou sur site. Donc, il n'y a pas de variation de la durée liée à l'audit à distance. L'avantage, un des avantages de l'audit à distance, c'est que, eh bien, on peut l'effectuer, et ça c'est nous qu'on avons dans nos propres procédures, avons défini un peu des règles sur le sujet. On peut l'effectuer de manière segmentée et discontinue. Donc, ce qui va donner de la souplesse par rapport aux agendas des uns et des autres, hein, surtout chez des clients par exemple. Et donc, on peut segmenter un audit de 2 jours, par exemple, en 4 demi-journées, du moment que ça s'étende sur une durée maximum de 4 semaines. Alors, c'est pas parce que c'est possible qu'il faut le faire, bien sûr. Vous pouvez tous préférer avoir un audit qui est concentré et qui a un début, une fin et avec une continuité de l'audit. Mais c'est des possibilités qui sont offertes et sur lesquelles, pour l'instant, on n'est pas encore 100 mûr. C'est-à-dire que pour l'instant, l'audit à distance, on le fait souvent en remplacement d'un audit sur site. Mais nous commençons déjà à réfléchir à exploiter et à explorer en fait les portes qui sont ouvertes par ces technologies et par cet audit à distance. Voilà, donc la procédure CERTIP 1976, elle est disponible aux auditeurs hein, sur le site. Voilà, c'est indiqué, je ne vais pas le reprendre. Vous pourrez trouver les documents dans tous les cas sur les espaces auditeurs usuels. Alors, ça, c'était l'IAF MD4 de 2018. Avec la crise, en fait, donc il y avait quand même des limitations, hein, on ne peut pas faire tout n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on doit se poser la question chaque fois, est-ce que l'audit va m'apporter, va être équivalent à un audit sur site? Et par exemple, vous pouvez se poser la question, mais une ligne de production, comment je fais pour l'auditer à distance? Si je ne vois pas la ligne, hein. Si je veux faire un audit environnemental, j'ai des fois avoir besoin de visiter le site pour me rendre compte de ce qui se passe réellement et de est-ce que c'est appliqué ou est-ce que c'est que du papier qui m'est montré devant les yeux. Alors, ça, c'était une des limites assez importantes de l'audit à distance. Avec la crise sanitaire, heu, l'IAF, donc le même organisme qui a produit le Mandatory Document numéro 4 dont je parlais, juste avant, l'IAF a publié des communications visant à assouplir la mise en œuvre pendant cette crise sanitaire de l'audit à distance. Et en fait, il y a, si ce n'est un encouragement, en tout cas une autorisation pour déployer l'audit 100 à distance de façon beaucoup plus large. Et donc c'était publié en septembre, donc ils ont anticipé sûrement une seconde vague, un peu comme nous on a anticipé à travers les communications qu'on a pu faire déjà depuis début octobre. Mais c'est une anticipation qui est la bienvenue, parce qu'en fait, elle permet de déployer plus facilement l'audit 100 à distance. Il reste quand même une règle bien claire, des schémas bien spécifiques ou des réglementations spécifiques peuvent interdire partiellement ou totalement l'audit à distance. Et donc, l'assouplissement donné par IAF est toujours soumis aux réglementations hein, qui supersèdent l'IAF ou ne peut pas s'opposer à un référentiel qui aurait explicitement interdit l'audit à distance. C'est pas parce que l'IAF dit maintenant on est beaucoup plus souple, on autorise, que ça s'applique à des certifications qui l'ont explicitement exclu. Voilà. Alors, nous, depuis septembre, nous nous sommes saisis de cette information communication IAF et on s'est dit comment est-ce qu'on va la mettre en œuvre. C'est un outil, comment est-ce qu'on peut utiliser l'outil. D'autant plus qu'on a fait un constat, hein, alors qui s'est hélas avéré une réalité plus rapide qu'on ne l'avait envisagé. Mais on s'était dit, une seconde vague va arriver, le nombre de cas contacts se multiplie
les cas contacts sont quand même des cas imprévisibles, hein. Vous apprenez une heure avant, vous ne saviez pas que vous étiez cas contact. L'heure d'après, vous avez un coup de fil ou un mail qui est arrivé et vous découvrez que vous êtes cas contact et donc que vous ne pouvez plus vous déplacer, vous êtes mis en quarantaine. Alors vous ou votre client, hein, ça peut être la même chose. Et donc il y a une certaine imprévisibilité là, qui s'est développée. On avait tablé sur des confinements localisés. Bon, finalement, on a un confinement généralisé en France. Il y a des clusters, les frontières qui se ferment plus ou moins. Tout ça, toute cette situation qui a progressé et empiré en fait depuis septembre, elle nous a amené à nous dire dès septembre que le niveau d'instabilité, d'imprévisibilité était tel qu'on n'allait plus pouvoir tenir et garantir les audits qui seraient planifiés ou organisés vers la fin d'année. Hein. On pouvait planifier sur le papier, bien sûr, en disant bah oui, il aura lieu, mais s'il était sur site, ça commençait à être difficile de pouvoir s'engager et de le garantir. Et donc, depuis maintenant octobre, nous sommes alignés avec l'esprit et les règles de l'IAF et nous incitons et nous avons incité nos équipes et les clients, en fait, à préférentiellement sélectionner la modalité d'audit à distance chaque fois que possible. Donc nos équipes ont consigne de le proposer chaque fois que possible. Ça, c'était avant le confinement. Maintenant, c'est quasiment une obligation. Pas réellement, en fait, vous allez voir, mais c'est quand même très fortement recommandé. Et ça reste pour eux l'obligation première de proposer systématiquement, dès que possible, un audit à distance. Alors, il y a quand même des conditions pour faire un audit 100% à distance. Il y a déjà 4 conditions ou exigences préalables. D'une part, nous, on s'est donné un horizon jusqu'au 1er avril. C'est-à-dire que jusqu'au 1er avril, on va accepter de faire des audits 100% à distance dans le mode assoupli qui est un peu suggéré ou incité par l'IAF. Au-delà, mais on verra en fonction de la situation et comment elle évolue. On pourra étendre la période, mais pour l'instant, on s'est dit qu'on allait couvrir jusqu'à la fin du premier trimestre 2021. La deuxième exigence, en fait, c'est que le référentiel soit éligible à l'audit 100% à distance. Hein. Il y a des référentiels sectoriels qui l'interdisent explicitement. Alors l'automobile là, vient de l'autoriser, ça date de ce week-end officiellement. Là, jusqu'alors, ils interdisaient l'audit 100% à distance. Là maintenant, avec des réserves et des conditions, ils commencent à l'autoriser. Donc on voit que c'est un mouvement qui s'amplifie. Mais il y a encore des schémas comme Iris, hein, le ferroviaire, qui interdit l'audit 100% à distance. Donc ça peut encore être impossible. Donc il faut vérifier l'éligibilité. Et puis il y a des réglementations qui l'interdisent. Je prends une réglementation très, très récente, par exemple. Si on regarde les audits Calliope, donc qui sont une nouvelle réglementation qui devait entrer en vigueur au 1er janvier 2021 et qui entrera au 1er janvier 2022 uniquement en vigueur, et qui concerne la certification des organismes de formation, eh bien, l'État, réglementairement, parce que c'est une certification d'État, avait autorisé l'audit 100% à distance jusqu'au 31 décembre 2020 uniquement, et c'est par décret. Donc pour l'instant, je n'ai pas vu de décret l'autorisant en 2021. Donc pour l'instant, en 2021, on ne peut pas faire d'audit à distance sur Calliope. Donc voici 2 exemples concrets pour lesquels il est important, qui soulignent le fait qu'il est important de vérifier que la prestation qu'on va délivrer chez le client est bien effectivement éligible à l'audit 100% à distance. Troisième élément, et là c'est une règle que nous nous sommes fixés nous-mêmes en fait, c'est qu'il faut au moins que l'un des sites couverts par le certificat ait été visité depuis moins de 2 ans par un auditeur missionné par Avenant Certification. En fait, on ne voulait pas faire un audit 100% à distance d'un industriel, d'un client que nous n'aurions jamais vu au préalable. Un client qui serait un client de transfert, par exemple, qui aurait été certifié par un concurrent et qui viendrait nous rejoindre, qu'on n'a jamais audité, on ne connaît pas l'état de ces sites. On a considéré qu'on ne pouvait pas prendre le risque, en tout cas par défaut, de faire du 100% à distance sans avoir vu au moins le site une fois. On pourra le faire, hein, ce n'est pas une interdiction, c'est juste que si c'est du 9001 dans une boîte informatique, une SS2I informatique, ça sera relativement simple. Si c'est du 14001 sur un site Céveso, je vous garantis qu'on va l'interdire, l'audit 100% à distance, si on ne connaît pas le client. Voilà, donc on a voulu mettre des garde-fous
Et la règle est quand même assez large, hein. À partir du moment où un auditeur missionné par ACE est passé sur un des sites couverts par le certificat, on va considérer qu'on a déjà une première appréhension du client et donc on va autoriser l'audit 100% à distance, même pour un initial. Et précision importante, même si on a visité le client pour un référentiel qui n'est pas celui qui va commencer en initial. Et le dernier point, il n'est pas spécifique à l'audit 100% à distance, il est spécifique à tous les audits à distance. Le client doit donner son accord écrit pour passer sur un audit en modalité à distance. Voilà, ça, c'est les conditions préalables nécessaires, hein. Il faut que les cadres soient remplis pour pouvoir faire un audit 100% à distance. Maintenant, ce que l'IAF a communiqué, hein, en disant: 100% à distance, c'est bien beau, mais quand il y a une ligne de production, comment est-ce qu'on fait pour l'auditer ?» Eh bien, l'IAF a très clairement poussé à l'ouverture de l'utilisation des technologies disponibles. C'est-à-dire qu'une vidéo live, et quand vous êtes sur Zoom, par exemple, notre outil, Zoom fonctionne également sur des smartphones. Donc vous pouvez demander à votre client de se promener dans l'usine, dans l'atelier, sur le terrain, avec son téléphone connecté à Zoom, et vous voyez en direct le film de ce que le client voit, ou en tout cas à travers son smartphone, sur site. Voilà, c'est de la vidéo en direct. Vous pouvez également, si aucune connexion n'est possible, faire une vidéo enregistrée au préalable, par exemple, hein. Si vous avez un de plusieurs jours, vous pouvez dire: «Faites-moi la vidéo de telle ligne de production», et puis le jour même, le lendemain, demander à une personne d'aller faire une photo immédiatement pour voir s'il n'y a pas eu d'évolution. Donc vous pouvez utiliser ces outils, cette technologie, en fait, à bon escient, et donc quelque part, ça fait appel à votre intelligence, à votre capacité d'adaptation et d'user des outils qui sont mis à votre disposition pour faire au mieux. Voilà. Il y a un dernier point qui est important, c'est pour ça que c'est écrit en rouge en fait, c'est que, et ça rejoint un des premiers points que je vous ai indiqué un peu plus tôt, il faut qu'il y ait une équivalence entre l'audit à distance et l'audit sur site. Donc audit à distance, vous devez avoir à la fin de l'audit l'avis, hein, la conviction que le fait d'avoir été à distance n'a pas porté préjudice à votre audit. Et donc vous avez pu auditer comme ou de manière similaire en termes de résultats à un audit qui aurait eu lieu sur site. Voilà, ce que j'appelle ici l'efficacité de l'évaluation à distance. Alors, c'est un élément important parce qu'on a changé le paradigme ici. Avant de faire l'audit à distance, on se posait la question, est-ce qu'on pourra faire l'audit à distance? Est-ce qu'il va être équivalent à l'audit sur site? Et donc on réfléchissait longtemps à l'avance avec l'expert, avec l'auditeur, qu'est-ce qui est auditable ou pas sur site, qu'est-ce qu'on peut faire? On définissait le périmètre qui était auditable sur site et le périmètre auditable à distance. Là, on renverse la mécanique parce qu'on est en période de crise. On se dit: «Très bien, on le fait à distance». On arrête de se réfléchir, on arrête d'être trop français, j'ai envie de dire, et d'être trop conceptuel. On va être très pragmatique. On fait l'audit et à la fin, on va demander au responsable d'audit de se prononcer. Est-ce qu'il pense que son audit a une qualité similaire à un audit qu'il aurait pu faire sur site ou pas, en fait? Et si c'est pas le cas, on prendra des actions. Et si c'est le cas, très bien, on s'est évité beaucoup de réflexions à l'avance. Voilà. Alors, j'ai quand même précisé, parce que c'est également important de bien comprendre, heu, un audit sur site, un audit à distance, c'est pas identique. C'est bien utiliser le mot similaire, hein. Je vais vous donner un exemple très clair. Heu, Vous faites un audit à distance et vous aimeriez voir la ligne de production numéro 1 avec une petite vidéo, et manque de chance, la ligne de production numéro 1, elle est mal desservie, le 4G ne passe pas et donc vous ne pouvez pas faire de vidéo, et donc le client vous le dit et vous faites l'essai, ça ne marche pas et donc vous allez voir la ligne de production numéro 2. Bon, là, vous pourriez conclure à la fin de l'audit: je considère que mon audit n'a pas été similaire à un audit sur site parce que je n'ai pas pu voir la ligne numéro 1, je n'ai pu voir que la ligne numéro 2. Vous avez raison et tort à la fois. Je m'explique. Vous aurez été sur site, vous avez voulu voir la ligne de production numéro 1.
manque de chance, elle a été à l'arrêt pour maintenance. Vous seriez allé voir la ligne de production numéro 2. Ça ne vous aurait pas plus dérangé que ça. Sauf s'il y avait des raisons bien particulières d'avoir la ligne numéro 1 parce qu'il y avait des non-conformités à régler, par exemple. Mais vous auriez accepté parce qu'en début d'audit, vous faites un plan d'audit et vous ajustez le plan d'audit à la situation et les configurations du client au moment où vous venez l'auditer. Donc vous aurez trouvé acceptable de ne pas aller voir la ligne de production numéro 1, mais d'aller voir la ligne de production numéro 2 parce que la ligne de production numéro 1 n'était pas en ouverture, n'était pas fonctionnable, n'était pas visitable. Et il ne serait sûrement pas venu à l'esprit, à la fin de l'audit, de dire: «Mon audit n'est pas correct parce que j'ai pas pu voir la ligne numéro 1». Donc il faut, si vous ne l'auriez pas fait lors de l'audit sur site, il ne faut pas le faire lors de l'audit à distance. Il faut accepter que l'audit à distance ait des contraintes qui lui soient propres et que vous ne puissiez pas faire tout exactement comme vous l'auriez souhaité. Parce qu'effectivement, ce n'est pas ce qui se passe sur un audit sur site. Donc je vais vous demander également là d'avoir un peu de recul, hein, et de ne pas être, de savoir apprécier l'esprit, hein, la qualité de votre audit, mais également de bien vous dire chaque fois: «Cet élément qui me gêne parce que je l'ai fait à distance et j'ai été gêné, je ne l'ai pas fait comme j'aurais aimé le faire. Est-ce que j'aurais été capable de l'accepter, d'accepter la même gêne si j'avais fait l'audit sur site? Et est-ce que ce n'est pas un biais de lecture que je fais actuellement en considérant que c'est une gêne qui fait que mon audit n'est pas équivalent à l'audit sur site?» J'étais un petit peu long, j'espère que j'ai été clair, mais c'est une notion importante parce que, il faut éviter également de tout déclarer comme non équivalent, lorsque ce n'a pas de raison, sur le sujet. Alors maintenant, comment vous allez le déclarer? Là, j'arrive dans l'opérationnel. Eh bien, c'est bien simple, hein. À la fin de l'audit, dans votre rapport d'audit, vous devrez compléter le rapport d'audit. À la fin, il y a un paragraphe à compléter qui concerne, l'équivalence ou l'efficacité de l'évaluation à distance. Ça, c'est ce que vous faites déjà quand vous faites un audit à distance. On a prévu un document additionnel qui s'appelle la fiche de liaison. C'est un addendum, au PV de clôture, en fait, et elle sera nécessaire pour tous les audits 100 à distance. Donc elle est disponible, sur le site auditeur.afnor.org à la rubrique «Les indispensables». Cette fiche de liaison, vous devez la renseigner au moment du PV de clôture et vous allez devoir nous la renvoyer. Je vais y venir un peu après. C'est important que vous nous la renvoyez tout de suite parce que nous, on va pouvoir prendre des décisions par rapport à ça. Voilà, donc à la fin de votre audit, au moment du PV de clôture, vous allez devoir, remplir, préciser si l'audit a une efficacité d'un audit similaire à celle d'un audit sur site, et si ce n'est pas le cas, et c'est très important, si ce n'est pas le cas, si vous jugez effectivement que l'audit n'a pas eu la même efficacité et que c'est préjudiciable au niveau de la capacité à prendre une décision, vous devrez nous préciser quel est le périmètre, hein, quelle est l'activité, quelle est la portion de site, et quelle est la cause qui vous fait vous prononcer sur une insuffisante efficacité de l'audit? C'est très important parce que vous allez voir là juste après, parce que nous, on va prendre des décisions par rapport à ça. Donc n'hésitez pas à mettre 2-3 lignes, pour que le décisionnaire derrière puisse comprendre effectivement où était la cause du problème et qu'il puisse bien cerner la cause du problème et la limiter, parce qu'on pourra par exemple réduire la portée du certificat pour éliminer la partie qui aurait pas pu être auditée correctement. Voilà, et en fait, si vous nous indiquez par retour que tout s'est bien passé, bah, parfait, que l'audit a une efficacité équivalente à celle d'un audit sur site, c'est parfait. Si maintenant vous nous indiquez que l'audit à distance n'a pas eu l'efficacité de l'audit sur site, on va avoir 3 options et ça, on va se juger par rapport aux éléments additionnels, hein, le verbatim que vous allez pouvoir nous fournir. La première option, c'est de décider quand même de certifier dérogatoirement, avec ou sans conditions additionnelles. C'est-à-dire qu'on va certifier dans le périmètre qui a été demandé par le client en disant: «Ben voilà, et on pourrait peut-être limiter le certificat à 1 an ou même une condition, bah, très bien, on vous certifie, mais on a besoin d'aller voir sur site d'ici 6 mois, la ligne de production numéro 1 par exemple, ou telle et telle activité, pour pouvoir nous rendre compte effectivement qu'elle est correcte». Donc on pourra quand même prendre une décision de certification. Autre option, on pourra dire: «Très bien, on va certifier les clients, mais on va exclure du périmètre les éléments que vous n'avez pas pu voir». Soit l'activité, soit le site qui, va sortir du périmètre de certification et on les réintégrera uniquement lorsque le complément nécessaire aura été réalisé.
La troisième option, si c'est applicable, c'est ce qu'on appelle le filet de sécurité, hein. C'est la mécanique qui nous permet de prolonger et qui est encore valable actuellement, en tout cas qui est réactivée avec la seconde vague et la nouvelle crise sanitaire et le nouveau confinement. On peut donc prolonger le certificat actuel pour une durée maximum de 6 mois, hein. Donc si on a déjà prolongé de 2 mois, on pourra ajouter 4 mois de plus. Si on n'a pas fait du tout, on pourra faire 6 mois. Si on a déjà fait 6 mois, ben, on ne peut pas rallonger additionnellement. Mais on peut prolonger le certificat actuel de 6 mois, le temps qu'on ait fait peut-être la demi-journée nécessaire pour compléter ce qui n'a pas pu être fait à distance. Voilà, c'est les 3 options que nous aurons. Face à nous, et la quatrième sera bien sûr, a priori, une des 3 devrait marcher. Le cas le pire, c'est que vraiment on ne puisse pas du tout faire de certification du tout, heu, parce qu'aucun certificat n'existe actuellement et que l'audit s'est tellement mal passé qu'on ne peut pas même pas faire une certification restreinte sur le périmètre. Voilà, mais là, avec ces 3 options, on va piéger 99 des cas où il y aurait un problème. Donc vous allez peut-être avoir 10 des cas où l'audit n'aura pas été satisfaisant du point de vue de son efficacité, et puis il y aura un cas ou 2 cas sur 100 qui ne rentreront pas là-dedans. Donc on va avoir 3 cas au total sur l'ensemble de nos clients sur lesquels on aura un problème, mais là on le traitera avec le client, on verra comment on le gère. Voilà, donc c'est très important, la qualité de ce que vous allez pouvoir nous retourner comme information dans le verbatim, si vous jugez que l'audit n'a pas eu l'efficacité équivalente à celle d'un audit sur site. Est-ce que Laurent, à ce stade, je peux te poser des Oui, questions qui oui, sont oui, oui, tout à très, fait. très voilà, rattachées à ce que tu disais? Alors, première question, hop là, j'y viens. Alors, admettons des audits hein, qui ont lieu à l'international. On ne sait pas du tout bon, comment, enfin, que les frontières sont plutôt fermées, ne vont pas se réouvrir tout de suite. Donc, il y a beaucoup d'incertitudes. L'audit a commencé en partie à distance déjà, et le délai des 4 semaines n'est pas possible. Le client, au départ, avait accepté donc un audit mixte, hein, donc démarrer Oui. à distance, ça devait se terminer sur site. Donc là, impossible. Qu'est-ce qu'on fait en termes de livrables? C'est-à-dire, est-ce qu'on édite un rapport intermédiaire ou alors on reporte la durée d'audit sur site, on audite à distance? Alors, si en fait, on peut faire l'audit à distance, parce que l'audit 100 à distance, c'était pas une règle qu'on avait ou qu'on poussait précédemment. Là, on est en train d'ouvrir, hein, suite à la communication IF de septembre. Donc, la première chose que je ferai, c'est est-ce que la partie sur site peut se réaliser à distance ou pas? Avec les nouveaux critères qu'on s'est donnés. Si c'est oui, il faut le faire à distance. Comme ça, on garde la date d'audit prévue, on le fait à distance et on finalise l'audit. Si maintenant, parce que le référentiel ne le permet pas ou parce qu'effectivement, il y a vraiment une impossibilité, de le faire à distance, et bien là, il faut regarder, jusqu'où on peut décaler l'audit. Est-ce qu'on peut le faire peu de temps après, la fin du confinement? Sachant qu'il y a des risques de prolongation. Et si effectivement le décalage est trop long, on émettra un rapport intermédiaire pour pouvoir facturer les clients et effectivement, payer l'auditeur. Alors, de façon plus générale, même si donc on doit privilégier le distanciel, hein, c'est l'objet de la présentation et puis du mail hein, qu'on vous a envoyé à tous jeudi, on est bien d'accord que l'option mixte, distanciel et sur site, est envisageable. Oui, c'est une option. Tu m'entends? Ah, merci de couper vos micros, notamment la personne qui est intervenue. Alors, l'option mixte, elle est possible, elle n'est pas privilégiée, hein, très clairement, parce que ça demande beaucoup de travail. Alors, quand elle est indispensable, parce que le référentiel l'oblige, il n'y a pas de souci, on le fait. Lorsqu'il n'y a pas d'autre solution, on le fera également. Mais franchement, privilégier l'audit 100 à distance dans la période là, qui arrive, parce que
D'une part, le client va mieux accepter, il fait l'économie des frais de déplacement complètement, tandis que si on fait un audit combiné, il a quand même des frais de déplacement, donc il ne voit pas l'économie, il ne voit pas nécessairement l'intérêt. Soit il fait un audit partiel à distance et un audit partiel sur site. Deuxièmement, parce que l'audit sur site va quand même favoriser des déplacements, donc la dissémination du virus, donc le non-respect des consignes gouvernementales qui dit lorsque c'est faisable à distance, faites-le à distance. Et donc on ne rentre pas là dans, j'ai envie de dire, la démarche civique qui est de faire en sorte que collectivement, on arrive à maîtriser cette deuxième vague de virus. Donc, euh, autant que faire se peut, faites l'audit 100% à distance. Alors, concernant les prérequis pour pouvoir réaliser un audit 100% à distance, il était indiqué que au moins un des sites du client dans les 2 dernières années ait été visité par un évaluateur à finance certification. Est-ce qu'il faut comprendre que c'est un évaluateur parmi tant d'autres et pas forcément l'auditeur qui là est sollicité pour réaliser l'audit à venir? Oui, c'est un évaluateur parmi tant d'autres. Donc, en fait, il faut qu'on puisse, si on a une question, il faut qu'on puisse appeler quelqu'un qui a vu le site. Donc, c'est pas nécessairement l'auditeur qui a fait l'audit là, qui a besoin d'être passé depuis 2 ans, mais il faut juste que ce soit quelqu'un qu'on ait missionné depuis 2 ans, une tierce personne, du moment qu'il a été missionné par la certification. Et ça peut très bien être, non pas pour un audit complet, mais par exemple, il y a eu un audit initial, on a fait l'étape 1 sur site, une journée, c'est suffisant. Il y aurait bien un auditeur missionné ou un évaluateur missionné par la certification sur le site. Et donc, au moins, on a une première appréhension de ce client, on sait qu'il existe, on sait qu'il est bien là. Et on a eu une première impression, j'ai envie de dire, par rapport à ce client. Alors, question pratique, la fiche de liaison, est-ce qu'elle est à déposer dans Opéra? Comment on la restitue? On doit la restituer vite, Oui. mais par quel canal? Alors, il faut la restituer avec le PV de clôture, hein, au même moment. Donc tous les auditeurs n'utilisent pas nécessairement Opera parce que toutes les prestations ne sont pas nécessairement dans Opera. Alors quand c'est du système, ça l'est habituellement, mais quand on fait de la certification produit, par exemple, on n'est pas nécessairement, on n'est même pas du tout dans Opera habituellement. Donc, c'est une bonne question. J'ai peur d'y répondre de façon erronée parce que c'est un niveau de détail que je ne maîtrise pas suffisamment à 100. J'ai envie de dire utiliser le même flux que le PV de clôture. Si vous Donc, envoyez puis le on PV de vous clôture par mail, apportera. vous envoyez par mail. Si vous pouvez le déposer, si le PV de clôture est déposé dans Opera, eh bien, joignez la pièce dans Opera. Bon, de toute façon, on prend la question et puis on y répondra ultérieurement. Donc là, avant de poursuivre, donc on a encore besoin de se projeter un peu quand même dans l'usage de ces nouvelles, enfin, c'est l'usage des technologies de l'information et de la communication, donc nouveaux usages proposés, Alors, autorisés par IF. oui, j'ai juste excuse-moi, Oui. Sophie, je vois qu'il y a une question, la Calliope, beaucoup d'initiaux qui arrivent sont des audits sans visite préalable d'auditeur. Ils sont donc interdits à 100% à distance. Alors là, non, parce qu'en fait, Non. il y a un décret qui a autorisé le 100% à distance. Donc, je rebondis sur la question parce que elle est intéressante, parce que Oui. les règles qu'on a mises, c'est des règles par défaut, mais si des règles plus souples existent, on va continuer à appliquer ces règles plus souples. Et donc là, pour Calliope, très clairement, un décret autorise de faire les audits initiaux à distance, à condition de faire le suivi sur site. Donc on applique ça. Voilà. Et donc, pour rappel, hein, la liste des référentiels éligibles aux audits 100% à distance est disponible depuis l'espace auditeur. Et lorsqu'il n'y a pas d'information en face du référentiel ou que le référentiel que vous apprêtez à auditer n'est pas présent, il faut comprendre que par défaut, l'audit 100% à distance est possible. Excellente Alors, remarque, Sophie, voilà. merci. Donc, pour se projeter, euh, donc, par exemple, donc Vania nous disait, voilà, s'il y a des points sensibles sur le terrain qui sont à lever, alors admettons pour l'ISO 14001, avec des sujets comme le mélange des déchets, liquide de rétention, etc., comment on fait? Donc là, comment on fait pour voir ce qu'on ne peut pas voir en étant sur place? Et la question, c'est est-ce qu'on peut aller jusqu'à utiliser des photos, des vidéos? Voilà, c'est le comment.
Oui, oui, oui. Alors, ma réponse, c'est oui, oui, oui. Oui à photo, oui à vidéo, que ce soit des photos enregistrées, pardon, des photos prises à l'avance, des vidéos prises à l'avance, des que vous complétez à ce moment-là par une photo additionnelle au moment de l'audit, par exemple. Mais oui, tous les moyens, sont bons, pour, avoir une information, qui permet de vous contenter, qui permet de répondre et d'avoir une approche de la réalité. Alors, peut-être une dernière question avant d'avancer sur la notion de périmètre. Là, admettons, on est encore dans une autre configuration. Le client qu'on connaît déjà a des extensions de nouveaux sites. Et donc, typiquement, ces sites n'ont jamais été audités. Est-ce qu'il faut considérer qu'on peut faire l'audit à distance sur l'ensemble du périmètre, y compris ces nouveaux sites jamais audités? Alors, c'est une extension, la phrase qui était rédigée, c'était à partir du moment où un des sites couverts par le certificat a été visité depuis moins de 2 ans par, une personne missionnée par Action Certification, on pouvait faire le 100 à distance. Donc si c'est un groupe et qu'il y a un nouveau site qui a un nouveau certificat à part entière, ça va être difficile parce que c'est un nouveau certificat et donc il n'est pas couvert par le certificat, il ne rend pas la définition qu'on a donnée. Si par contre c'est une extension, sur un certificat, une certification avec un système intégré, donc avec du, multisite pardon, et bien là, c'est tout à fait possible parce qu'on est en multisite, donc il y a au moins un autre site qui aura été visité depuis moins de 2 ans. Alors, une remarque légitime d'auditeurs expérimentés, justement, l'expérience montre que parfois en SST, c'est une fois sur le terrain que on détermine des non-conformités, parfois majeures. Et la réflexion, c'est de se dire, est-ce que c'est possible de les détecter à distance? Alors, c'est vrai que c'est différent de l'habitude, hein, je vous l'accorde et puis, les dangers ne sont pas nécessairement les mêmes, hein. Si c'est un site Seveso, ou si c'est heu, un cabinet, ou une agence de la banque BNP, l'enjeu n'est pas tout à fait le même. Donc ça va être également à vous, en fait, à la fin de l'audit, de vous prononcer. Vous dites: «Très bien, OK, on va faire l'audit 100 à distance, donc je ferai des vidéos». Je demandais au client qui m'a dit que normalement la connexion passait, de se balader pendant une demi heure sur le site et je lui dirai, quoi me montrer avec sa vidéo, bah, avec son téléphone portable. Très bien. Vous voulez le faire, ça marche mal, ben là, à la fin, vous pourrez vous dire: «Ouh là, c'est un site un peu touchy, il y a des réglementations un peu compliquées, j'ai pas pu le faire, ça a pas du tout marché, j'ai rien vu, la qualité était mauvaise». Là, vous mettez et à la limite, bah, je considère que mon audit n'a pas eu la qualité suffisante, l'efficacité suffisante par rapport à l'audit sur site. Voilà, là, c'est, c'est à la limite du système, hein, mais encore une fois, vous savez, pour l'instant, on a eu droit de faire des prolongations de certificats de 6 mois. Ça veut dire grosso modo qu'on donne un certificat gratuitement, sans même faire un audit complet, mais juste à travers une analyse de ce qu'on appelle le filet de sécurité qui dure entre 2 et 4 heures. Donc contre un certificat qu'on va remettre, pour lequel on aura fait un audit de 3 jours par exemple, avec de la vidéo, avec auquel on n'aura pas tout vu, et peut-être qu'il sera valable un an ce certificat, mais ce certificat, j'aurais beaucoup plus confiance dans ce certificat-là que dans celui qu'on aura prolongé de 6 mois à partir d'une analyse de 2 heures. Donc là, je dis ça pour mettre un peu en perspective les enjeux, hein. On est capable actuellement de faire des certifications, des projets de 6 mois de plus, avec, pas grand-chose, une analyse quand même, mais ça reste 2 heures et beaucoup de documentaire et c'est une discussion avec le client uniquement sans rien voir. Là, on aura fait un vrai audit, vu plusieurs personnes, vu des vidéos ou des photos. On a quand même beaucoup plus confiance, j'aurais beaucoup plus confiance dans le certificat émis, même si on doit attendre un an pour refaire la visite sur site, au suivi suivant, que dans celui qu'on aura émis, grâce à un filet de sécurité. Alors, on continue? Et peut-être qu'on consacrera un deuxième temps de questions à la fin de la présentation? Oui, tout à fait, parce qu'il y a plus que 2, il reste 2 slides et puis on prendra des questions ensuite, c'est une Oui. bonne idée. Ah, il y a plus de 2 slides juste. Donc, faire ça très rapidement, ça c'est les règles habituelles, ça rien de nouveau en fait. On a juste inséré,
l'audit 100% à distance, hein, mais c'est également vous rappeler que lorsqu'on fait un audit à distance, c'est vrai qu'il existe déjà, il faut quand même que les outils informatiques qui vont être utilisés soient identifiés dans l'ordre de mission qui est envoyé à l'auditeur, soient identifiés dans la notification qui est envoyée au client. Voilà, donc il faut l'identifier au préalable. Donc, il faut me faire une liste un peu large au début, plus large que nécessaire, pour être sûr qu'ils sont bien identifiés. Le deuxième point, c'est qu'il est important que les outils soient testés à l'avance. Vous devez tester des outils avec le client avant l'audit. Sinon, vous risquez de perdre 1 heure, 2 heures, ou vous vous rendre compte que ça ne marche pas au moment de l'audit. Donc, testez-les avant l'audit. Prenez un créneau d'1 quart d'heure avec le client juste pour faire le test. S'assurer qu'il a bien installé le OnCloud, qu'il sait se servir de Zoom, que vous aussi, que la liaison passe correctement. Si c'est l'outil du client, parce que l'outil du client, le client peut demander à utiliser son outil, hein, que vous comprenez comment il fonctionne également et que vous avez bien le lien d'accès. Voilà, testez-le. Et puis ensuite, dans le plan d'audit, vous devez clairement indiquer les parties qui ont été auditées à distance. Bon là, quand c'est 100% à distance, c'est facile, c'est tout audit, hein, et puis l'efficacité de l'utilisation à la fin. Et puis un peu de rétexte également, s'il le faut, donner des préconisations pour la réalisation des prochains audits à distance dans le rapport d'audit. Sophie? Voilà. Alors ça, c'était pour un petit rappel sur la partie des audits à distance. Maintenant, il y a une situation qui est là, actuelle, on va dire, et pas face à nous, allez, on est dedans, hein. C'est depuis vendredi matin, nous sommes en confinement. Et il faut faire face à ce bouleversement des premiers jours. Donc, vous avez eu déjà des communications qui vous étaient envoyées, pour vous indiquer un peu comment appréhender les premiers jours. Très clairement, hein, ce qu'on vous demande, c'est pour les audits qui vont de novembre à décembre, parce qu'on voilà, on anticipe que le confinement risque de se prolonger, localisé ou pas, ajusté ou pas, mais il y aura quand même des contraintes qui vont perdurer au-delà de fin novembre. Donc on prend la période des 2 mois à venir, novembre-décembre, hein, et on vous demande, quand les audits sont déjà planifiés, eh bien, d'appeler le client. Déjà, vous devez appeler le client pour savoir si vous êtes maintenu, si vous avez besoin de vous déplacer ou pas, parce que lui, il peut être fermé tout simplement. Et de lui proposer, les inciter à basculer en audit 100% à distance. Alors je vous rappelle, hein, tous les schémas ne sont pas, tous les référentiels n'autorisent pas l'audit 100% à distance, donc on a une liste, regardez la liste avant de les appeler. Voilà, et il faut que le client accepte, parce qu'on ne peut pas faire d'audit à distance et le client ne l'accepte pas, ça c'est une règle d'accréditation. Donc on doit avoir de sa part un mail écrit ou un document écrit qui dit: «Je suis d'accord pour audit 100% à distance». Alors ça, le plus simple, c'est que si vous avez au téléphone le client qui est OK, vous contactez votre chargé de clientèle et le chargé de clientèle finalisera le processus avec le client pour être sûr que l'ensemble des documents sont à jour et sont disponibles. Il mettra nos outils à jour également. Si maintenant le client ne souhaite pas l'audit 100% à distance parce que ça lui convient pas, parce qu'il y a un empêchement technique, qu'une partie de l'usine et j'ai vu tout à l'heure passer un mail, pas de vidéo parce que c'est confidentiel et cetera. Bah, voilà, c'est des bonnes raisons, hein, et bien là, on pourra faire un audit partiellement à distance, combiné à un audit sur site. Moi, je vais être très clair avec l'ensemble des auditeurs. Je peux comprendre et je comprends qu'un auditeur dise: «Moi, je ne veux pas faire de déplacement, j'ai une santé fragile et j'ai pas besoin», on n'a pas à savoir vos états de santé, en fait. Donc vous pouvez dire dans la période qui est actuelle: «Je ne souhaite pas faire d'audit sur site». Voilà, eh bien, très bien, on le prend en compte et on l'ajustera. Alors si c'est l'audit à distance qui est retenu, ben, très bien, on fera l'audit à distance. Si c'est pas l'audit à distance qui est retenu, eh bien, on fera potentiellement une équipe d'audit. Vous ferez l'audit à distance et un autre auditeur fera l'audit sur site. On changera toute l'équipe. Il faut que la même personne fasse les 2. On fera en sorte, on essaiera au maximum de vous maintenir sur la partie à distance, hein. Voilà. Alors,
un point important dans les jours qui sont actuellement, on est en train de prévoir, en train de finaliser ce qu'on appelle une attestation de réalisation d'audit sur site. Si le client veut que ce soit sur site, on aimerait bien qu'il nous l'écrive de façon un peu formelle, en fait, hein, et pas juste que ce soit juste une volonté dite oralement parce que ça l'arrange, parce qu'il a envie. Donc on aimerait bien qu'avoir un petit écrit qui nous dit que c'est bien lui qui souhaite que ça se fasse sur site, en fait. Et d'une part. D'autre part, c'est que si ça se fait sur site, et bien que ces sites respectent bien les mesures adaptées à la situation sanitaire. Voilà, donc ça, on a fait évoluer ce document. Il va être utilisé à partir de cette semaine. Entre-temps, si le client n'a pas encore signé l'attestation qu'on va lui demander, eh bien, on vous a fait parvenir un peu plus tôt, pas de vendredi déjà, ce qu'on appelle le Certi F 1978, dans sa version 4. Ça sert à la même chose en fait, et donc vous pouvez le faire signer directement au client. Si vous faites un audit actuellement, par exemple en déplacement, faites signer ce document au client. C'est important, ça montre bien que c'est lui qui est demandeur en fait du sujet. Et ça va nous aider, cette attestation, alors pas nécessairement celles qui sont en cours actuellement, mais les prochaines, à inciter les clients à basculer sur du à distance pour les mettre en face de leurs responsabilités en fait. Voilà, et si le client, à la fin, refuse et souhaite reporter l'audit, eh bien, vous informez tout de suite le chargé de clientèle pour qu'on puisse traiter le sujet. On a différents cas en fonction de est-ce que c'est une impossibilité ou est-ce que c'est juste un souhait de sa part, et on appliquera ou pas les assouplissements possibles que donne l'ID3 actuellement et dans notre plan de filet de sécurité. Mais ce n'est pas acquis pour le client. Pour nous, on considère qu'à partir du moment où le client continue son activité et qu'il est auditable 100% à distance, il n'y a pas de raison qu'on décale l'audit. Donc très clairement, un client qui souhaiterait reporter l'audit, tandis que son activité se poursuit à peu près normalement et que le référentiel est auditable 100% à distance, on n'ouvrira pas pour lui les aménagements de prolongation de certificats auxquels ont droit ceux qui ont des vrais problèmes. Je vais être très clair, hein. C'est pas nos certificats ont de la valeur, on ne brade pas les certificats, on essaie de faire au mieux possible dans la situation qui est la nôtre qu'on connaît, mais il y a des règles et un peu de rigueur à continuer à maintenir, tout en ayant une écoute client, bien sûr. Sophie? C'est mon dernier slide. Une des questions que vous nous avez remontées, c'est les déplacements et les justificatifs nécessaires pour les déplacements. Alors, on a creusé un peu la question et on a beaucoup travaillé avec Sophie et ses équipes sur le sujet. On a bien analysé, en fait, comme voilà, la plupart d'entre vous, à part les quelques auditeurs salariés qui peuvent être actuellement connectés, mais j'imagine que la plupart de ceux qui sont connectés aujourd'hui ne sont pas des salariés, en fait, on ne peut pas vous faire d'attestation d'employeur parce que vous n'êtes pas nos salariés, tout simplement. Et le gouvernement a prévu la situation. Vous devez faire vous-même une déclaration de déplacement dérogatoire. Il y a 3 types de dérogations de documents actuellement, l'une pour la scolarité, l'une pour le professionnel et l'autre qui est la déclaration de déplacement dérogatoire. C'est la même que celle que vous faites quand vous allez faire vos courses ou quand vous allez faire votre jogging le matin. Sauf qu'il y a une des cases à cocher qui est des déplacements professionnels. Donc vous l'utilisez parce que vous êtes en déplacement professionnel. Et nous, additionnellement, on va vous fournir un document, qui est le document de droite, qui atteste effectivement que vous êtes un auditeur missionné par Finance Certification et qui va faire référence à l'ordre de mission. Alors, on fait un document unique une fois pour toutes, qui sera valable du 1er novembre au 31 décembre. Il faudra qu'avec vous, si vous êtes contrôlé, vous ayez l'ordre de mission, parce que l'ordre de mission précise le nom de la personne qui est missionnée, donc votre nom, les dates de début, dates de fin d'audit, les lieux d'audit, et précise également si c'est à distance ou sur site. Donc l'ordre de mission contient toute l'information nécessaire pour justifier la déclaration de déplacement. Et nous, le document qu'on fait additionnellement, c'est un document qui va être tamponné, signé sans certification, que vous pouvez produire au cas où, additionnellement, qui permettra de justifier, si jamais les forces de l'ordre vous embêtez beaucoup, et commencent à regarder de près votre déclaration de déplacement dérogatoire en disant mais vous avez un autre justificatif, ben vous le sortirez et vous aurez les réponses à toutes les questions des forces de l'ordre sur le sujet. Voilà, donc ça va vous permettre de vous déplacer simplement, sans multiplier le nombre de documents déjà existants,
chaque fois que vous aurez besoin de vous déplacer, vous faites votre déclaration de déplacement dérogatoire personnel. Vous vous munissez du document qu'on vous a envoyé une fois pour toutes, qui est motif de déplacement, et puis vous prenez l'ordre de mission qui vous concerne et qui concerne le déplacement que vous allez faire. Sophie? Oui. Voilà. Où trouver les ressources utiles? Eh Alors, bien, oui. je te laisse. Oui, voilà. Donc, Vous... je pense qu'il y a une adresse à retenir, hein, c'est l'espace auditeur. Vous le savez, nous avons créé une rubrique, hein, dédiée à l'audit à distance et le filet de sécurité, puisque ce sont les deux nouveaux dispositifs qui ont été mis en œuvre dès le confinement. Donc, vraiment, l'ensemble des informations dont vous avez besoin sont réunies à cet endroit. Donc, c'est auditeur.after.org, l'extranet bien sûr, la rubrique Les indispensables et la sous-rubrique Guide et outils pour l'audit à distance et analyse de risque filet de sécurité. Donc, il y a, alors évidemment, là, c'est une copie écran, donc on ne voit pas le bas de la page, mais il y a la dimension outils avec toutes les références à OnCloud, hein, donc l'espace sécurisé, le cloud pour partager des documents avec le client. Et puis également tout ce qui concerne Zoom. Vous avez les formations que nous avions proposées, qui ont été enregistrées, que vous pouvez donc consulter de nouveau. Les PowerPoint également, des tutos. Donc n'hésitez pas à vous y référer donc, pour la dimension outils. Et puis, concernant donc les règles, on a créé une rubrique, hein, l'audit à distance en période de crise Covid, avec tout le basculement en fait, des règles classiques, on va dire, d'audit à distance vers l'audit 100% à distance, fiche de liaison et la liste des référentiels donc éligibles, hein, à l'audit 100% à distance. N'hésitez pas à vous y référer, rubrique les indices. J'ai évoqué également dans le mail, hein, qui vous est parvenu donc jeudi dernier, la fiche pratique autour de laquelle on avait pu échanger. Et d'ailleurs, le maître d'œuvre, donc Patrice Korewski, est connecté, hein, qui n'hésite pas à prendre la parole s'il le souhaite. C'est une fiche pratique vraiment importante à consulter. On ne le répétera jamais assez. Hein, elle est parue le 8 avril, donc très tôt, en se disant mais comment on va retourner chez nos clients qui ont connu donc des cas de force majeure, pandémie, etc. Comment on va aborder finalement l'audit. Et notamment, dans cette fiche pratique, on insiste beaucoup sur l'intelligence situationnelle de l'auditeur pour vraiment aller chez le client dans le bon état d'esprit. Et c'est ce que nous avons valorisé, hein, notamment auprès de nos clients à travers différentes communications. Donc, n'hésitez pas à aller reconsulter cette fiche pratique, donc disponible aussi sur l'espace auditeur. Voilà. Laurent, est-ce que tu veux ajouter quelque chose avant de peut-être repasser à une série de questions? Non, on peut passer directement aux questions, je pense, qu'il n'y a plus beaucoup de temps. Donc, je pense qu'on peut répondre à des questions. C'est toujours utile pour tout le monde. Alors, J'ai vu qu'il y avait des questions sur OnCloud. Alors, OnCloud et les Zoom, c'est pas pareil, hein. L'échange documentaire ne doit pas se faire via Zoom, il doit se faire via OnCloud parce que l'échange documentaire, OnCloud est sécurisé, les serveurs sont chez nous en fait. Donc Zoom, c'est bien pour de la vidéo en direct, pas de souci. Par contre, pour les documents qui doivent être échangés avec le client, il faut utiliser l'outil OnCloud parce que les serveurs sont hébergés chez nous et donc on maîtrise la sécurité des documents qui sont échangés avec le client. C'est OnCloud, excuse-moi, je suis un peu rapide. Hein, OnCloud, c'est nous qui ouvrons OnCloud en fait. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un audit à distance doit avoir lieu, on va créer l'espace, on va créer le compte de l'auditeur et le compte du client et on va les informer, on va envoyer le lien. Alors si vous avez déjà fait de l'audit, vous avez déjà un compte, mais chaque client en fait nouveau qui n'a jamais fait d'audit à distance, on va lui créer son compte et créer l'espace associé et lui envoyer l'information. Donc des fois ça prend un peu de temps. On est en train de changer de mécanique parce que là on transforme beaucoup d'audits d'un seul coup en audit à distance, donc on ne peut pas le faire au fil de l'eau et il faut le faire par anticipation. Et donc on est en train de mettre en place une mécanique pour le faire par anticipation. Alors, quelques questions sur le document de déplacement professionnel. Donc, c'est DGECE, hein, qui va vous envoyer le document donc, dont a parlé Laurent, c'est-à-dire le justificatif de déplacement professionnel, valable jusqu'à la fin de l'année et associé à vos ordres de mission. Hein, c'est bien le DGECE. Je vais vous envoyer ça soit cet après-midi, sinon demain.
au plus tard pour que vous ayez ce document. La création, c'est ce que vient de dire Laurent, création de on-cloud, c'est le chargé de clientèle qui déclenche l'ouverture du dossier pour l'auditeur et le client. Moi, il y avait quand même une question un peu récurrente, pas formulée toujours de la même façon, mais vraiment, plusieurs auditeurs insistent sur le fait que parfois, ce n'est pas possible de filmer. On est en zone ATEX, Céveso, on ne peut pas se promener avec des smartphones ou autres. Donc, vraiment, quand ce n'est pas possible, est-ce que tu peux nous redire comment il faut aborder l'audit? Alors, dans les zones, les zones sensibles, on va dire il y a 2 choses. Il y a les zones sensibles parce qu'il y a confidentialité, puis les zones sensibles à cause des risques d'explosion, par exemple. Assez souvent, quand il y a des risques d'explosion, les clients ont du matériel adapté et certifié qu'ils peuvent utiliser. Des appareils photo, par exemple, même des caméras. Donc, vous pouvez très bien leur demander de faire un film à l'avance et vous envoyer à ce moment-là la partie qui sont filmées avec leur propre matériel qu'ils ont pu utiliser localement et qui répond à leurs exigences réglementaires. Maintenant, lorsque ce n'est pas possible du tout, et que vous jugez que c'est indispensable pour pouvoir faire l'audit, vous devrez à ce moment-là, s'il n'y a pas d'autre solution, s'il n'y a pas de photos, de vidéos et que vous en avez besoin, clairement, alors soit on envoie, ça c'est notre solution, on peut envoyer une ressource additionnelle, quelqu'un qui habiterait à côté par exemple, un auditeur qu'on peut avoir dans la région, qui n'est pas nécessairement qualifié par rapport au schéma, mais qui pourrait être vos yeux, heu, ne serait-ce que pour un quart d'heure ou une demi-heure, pour aller voir le sujet qui pose problème et qui est bloquant par exemple, et pouvoir vous donner un compte rendu factuel et objectif, non biaisé de ce qu'il a pu voir à travers ce que vous pouvez lui demander. Donc ça, c'est également envisageable et imaginable. Et puis si c'est pas du tout imaginable, envisageable et que c'est pas du tout possible, eh bien là, à la fin de votre audit, vous ferez la conclusion en disant: «Je n'ai pas pu auditer telle et telle partie et je considère que mon audit n'a pas eu la même efficacité qu'un audit sur site, sur tel et tel périmètre». Et puis là, on prendra les conséquences et les décisions qui vont bien. Très bien. Bon, ce sont un petit peu les mêmes questions. Je pense qu'on a quand même largement répondu. De toute façon, le chat qui est généré avec tous nos échanges depuis une heure maintenant va faire l'objet d'une foire aux questions et sera mis à votre disposition. Donc, vous y trouverez de nouveau les réponses à vos questions. Et je propose du coup qu'on s'arrête là pour aujourd'hui. Alors quand même une dernière question, je vois qu'il y a encore des questions concernant le le document actuellement, ce qu'on appelle le Certi F 1978, celui qu'on vous a demandé de signer, faire signer au client pour justifier votre déplacement. Cette semaine, continuez à le faire signer. Parce qu'on met en place un nouveau document qui vous évitera de l'avoir, mais n'hésitez pas cette semaine, faites-le signer. D'ici 1 ou 2 jours, sûrement demain ou après-demain, vous aurez une information complémentaire qui vous dira, ben voilà, à partir de maintenant, on a mis en place de nouveaux mécanismes, vous n'avez plus besoin de le faire signer. Oui, on est encore dans une petite période de transition quand même. Voilà, écoutez, donc le webinaire arrive à son Voilà. terme. Donc merci Laurent. Voilà, je voulais vous remercier tous et vous souhaiter quand même tous bonne santé. C'est la difficulté de ces événements à distance, c'est que je me suis rendu compte au bout de 5 minutes après avoir commencé, comment je ne vous voyais pas. On perd ce côté humain de se souhaiter bonne santé, d'espérer que vous êtes que tout se passe bien pour vous, etc. Donc j'y repensais après en me disant zut, j'ai été très mal poli, donc je voulais m'excuser déjà. Et puis vous souhaiter à tous une excellente santé. Prenez soin de vous. J'espère que pour vos proches également, ça se passe bien actuellement. Et puis, voilà, on commence à s'habituer maintenant à ces mécanismes. Je lisais encore la presse, on va s'attendre à une 3e vague ou voire une 4e vague. Donc, il faut le prendre avec beaucoup de recul, voilà, c'est partie de la vie et on faut aussi adapter, c'est tout. Très bien. Et puis, moi, de mon côté, de toute façon, on reste en contact. N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires, en plus de ceux spontanés, comme celui qu'on vous a proposé cet après-midi, donc tous les vendredis à 13h. Donc, venez nombreux si vous le pouvez. Et sinon, on enregistre tout de toute façon pour que vous puissiez vous les approprier quand vous pouvez. Voilà, bon courage à tous. Merci encore pour votre assiduité et puis votre agilité par les temps qui courent. Donc, portez-vous bien et à très bientôt. Au revoir.
Au revoir, au revoir. Voilà. Merci, au revoir.